Bonsoir à tous. Dans le cadre des élections législatives du mois de juin, de ce mois, je reçois sur ce plateau les candidats de la 3e circonscription, donc certains candidats de la 3e circonscription. Une circonscription où on retrouve les communes de Bémao, Déhègue, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire et Sainte-Rose. Donc vous qui faites partie de cette circonscription, donc vous pourrez apprécier les ambitions, les propos des uns et des autres afin de vous déterminer certainement pour le vote du premier tour qui sera le 11 juin prochain. Je rappelle sur cette circonscription que le député sortant est Max Mathiazin. Max Mathiazin qui appartenait au groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté. Il était membre de la commission des affaires économiques. Voilà pour, je dirais, planter un petit peu le décor. Nous avons sur ce plateau 5 candidats, et peut-être 6 d'ici quelques instants, notamment M. Félix Flemin, qui est à ma droite, un député guadeloupéen pour une Guadeloupe autonome, démocratique et sociale. Voilà ce qu'il porte pour ce premier tour des élections législatives, en tout cas la voix qu'il veut faire passer au niveau de la population. Et puis, à ses côtés, Lapin Raphaël, qui, lui, Bonsoir, est pour l'amour du pays. Nous verrons d'ici quelques instants avec lui cet amour, comment il pense concrétiser au niveau de la Guadeloupe. Mathiazin Max, lui, c'est surtout le député qui vous défend. Vous l'aurez compris, c'est le sortant de cette circonscription. Pierre Quin-Delphine, le courage de faire et de le faire savoir. Et puis, José Toribio, avec détermination et expérience. Madame, Messieurs, merci d'être sur ce plateau. Et puis, quant à vous, téléspectateurs, vous aurez à entendre ces différents candidats. Alors, tout d'abord, une question un petit peu pour tout le monde. Félix Flemin, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de participer à ces élections législatives? Oh, ce n'est pas une envie. Hein. D'abord, bonsoir Madame Boissé, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent et nous écoutent. Non, ce n'est pas une envie. Hein. C'est un devoir vis-à-vis du pays. C'est un devoir eu égard à la situation dans laquelle nous sommes depuis tantôt et qui, dans la dernière période, s'est aggravée. Il était du devoir de Félix Flemin, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, de venir mobiliser les Guadeloupéens sur la nécessité de rompre avec le système dans lequel nous sommes et qui est responsable de la faillite patente que nous connaissons. Donc vous êtes sur un socle commun avec la France Insoumise, avec le PS, avec Europe Écologie Les Verts, ou vous ne vous identifiez pas à cette alliance, cette union qu'il y a eu pour ces élections? Mais votre question me surprend. Nous sommes le Parti communiste guadeloupéen. Que je sache, vous n'avez jamais entendu dire que le Parti communiste guadeloupéen s'associe à la NUP. Nous sommes en Guadeloupe et précisément le slogan du député guadeloupéen signifie bien que nous entendons défendre les intérêts du peuple guadeloupéen, du pays Guadeloupe, face à l'État français et aux institutions de la France, quelles que soient les couleurs politiques des gouvernements qui pourraient avoir à diriger la France. C'est l'intérêt de la Guadeloupe. Donc notre démarche, c'est une démarche purement guadeloupéenne. C'est une démarche guadeloupéenne, je l'ai dit, je veux, j'entends être et je serai sans doute le député guadeloupéen qui va défendre les intérêts du peuple guadeloupéen, les intérêts du pays Guadeloupe. Alors qu'est-ce qui vous différencie? Parce que sur ce plateau, il n'y a que des Guadeloupéens. Mais précisément, il y a un pays Guadeloupe et votre question est fort intéressante. Et j'en profite, j'en rebondis de suite. Et je voudrais, à l'aune de ce débat, en l'instituant comme ça, d'abord saluer, je ne l'ai pas fait, je prie, vous pouvez m'en excuser, saluer madame, saluer messieurs les candidats, et leur dire que ce que nous allons porter, ce que je vais porter, je pense qu'il devrait pouvoir nous réunir par-delà les différences que nous pouvons avoir. C'est au moins
de savoir si oui ou non, nous pouvons tous ensemble nous engager à faire valoir l'existence d'un peuple guadeloupéen qui, dans la Constitution française, a été aboli, rayé depuis 2003 et qui a été transformé en population du peuple français, nous privant ainsi de nos droits politiques, économiques, sociaux, culturels et patrimoniaux. C'est une question fondamentale et essentielle. Oui ou non existe-t-il un peuple guadeloupéen? Et oui ou non sommes-nous d'accord pour, au sein de la Constitution, quel que soit celui parmi nous qui sera élu, porter une réforme de la Constitution française pour nous rétablir dans notre droit de peuple? Vous aurez l'occasion de répondre, mais en tout cas, c'est l'axe prioritaire, fondamental, duquel découle toute la vision qu'on peut avoir de son pays. Donc voilà, pour vous expliquer un peu, mais ce n'est pas nouveau, la démarche qui est la nôtre. Faire valoir les intérêts du peuple et du pays Guadeloupe, et bien singulièrement des couches sociales les plus défavorisées qui pâtissent des politiques publiques qu'on connaît depuis des décennies en Guadeloupe. Merci Félix Flemin. Raphaël Lapin, donc vous êtes jeune, on va dire jeune aussi en politique. On peut dire ça ou... Alors, évidemment, vous retiendrez le qualificatif qui vous convient le mieux. Sauf qu'il ne s'agit pas pour moi de présenter une candidature qui serait enfermée dans un carcan de la jeunesse. Nous allons représenter, évidemment, une nouvelle énergie dans cette élection. Et avant d'aller plus loin dans ma réponse, naturellement, je veux vous saluer, Madame Boissé, je veux saluer l'ensemble des candidats qui sont sur ce plateau, et puis les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes qui nous regardent. Mais effectivement, qu'est-ce qui est le moteur de ma candidature? Le moteur de ma candidature, c'est l'amour du pays. Vous l'avez dit, c'est notre slogan. C'est aussi le titre de notre ouvrage programmatique qui vient poser les jalons et les horizons d'un pays qui serait renouvelé. Au-delà de cela, il y a évidemment les actions concrètes. Mais avant de passer aux actions concrètes, puisque on va y revenir, je voudrais d'emblée, parce que c'est le début de cette émission, fixer ce pourquoi nous sommes là. Dire ce que sont les élections législatives et à quoi sert un député. Les élections législatives, c'est effectivement ces élections qui permettront de dégager au terme du scrutin un député. Et à quoi ça sert un député? Un député, ça sert à 3 choses en réalité. Ça sert à voter les lois, ça sert à contrôler l'action du gouvernement et ça sert à évaluer les politiques publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lois sont en réalité les règles qui régissent la vie en société. Et c'est important qu'on se le dise, parce que ce matin encore, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui me dit « Ok Raphaël, je veux voter pour toi, mais concrètement, à quoi ça sert un député ?» Et donc il a fallu, comme à chaque fois que nous allons en meeting, que nous allons en conférence, que nous partons à la rencontre de la population, réexpliquer le sens de cette élection. Alors j'aime bien réexpliquer, puisqu'on a eu sur ce plateau même des experts qui sont venus et qui ont eu à définir le rôle du député, à parler du député. Donc, ces émissions, je pense, ont été certainement suivies. Mais si vous permettez, je vais aller au bout de la logique. Alors, rapidement. Oui, sans problème. Mais M. Flemin a pu s'exprimer librement, j'entends aussi faire usage de la même liberté quant à mon expression sur ce plateau. Alors, effectivement, à quoi sert un député? Un député, ça sert à voter les lois. Ça sert à voter des lois qui régissent la vie en société. Récemment encore, on a vu l'importance d'un député sur les questions de liberté qui se sont posées, l'importance du député sur les questions de droit qui se sont posées, notamment en novembre, lorsqu'il s'est agi de suspendre nos compatriotes. Mais au-delà de cela, ça sert aussi à contrôler l'action du gouvernement. Et sur le contrôle de l'action du gouvernement, il y a un sujet qui se pose de manière éminente aujourd'hui en Guadeloupe. C'est la question de la vie chère. Et cette question-là, elle a fait l'objet non seulement de textes qui sont presque ancestraux, parce qu'il date du XVIIIe siècle, mais elle a fait l'objet aussi d'une actualisation en 2012 qui, aujourd'hui, manque en termes de contrôle et d'évaluation. Nous aurons l'occasion effectivement de revenir sur le fond. Alors, simplement pour dire ma candidature en termes de motivation, c'est effectivement l'amour du pays qui se décline en un certain nombre de mesures très concrètes. Alors vous allez aux élections. Alors on se dit souvent que pour une élection législative, il faut vraiment avoir les moyens financiers, il faut avoir un parti fort à côté de soi. Est-ce que vous avez des soutiens forts qui vous permettront peut-être de vous...
déterminée? C'est une question qui me surprend parce que la réalité de cette élection, depuis que le non-cumul de mandat existe, c'est que les grands partis, en réalité, ne l'ont pas gagné. En 2017, 3 candidats se sont présentés. Ce sont des candidats qui ont fait, en réalité, l'élection avant tout sur leur potentiel à défendre la Guadeloupe. Donc, vous n'êtes pas soutenu par tout cela. Mais la question n'est pas là, effectivement. Alors, c'est bien de le préciser. Je ne serai pas le candidat d'Emmanuel Macron, je ne serai pas le député d'Emmanuel Macron, je n'ai pas fait la campagne d'Emmanuel Macron. Il faut que les choses soient claires de ce point de vue-là. Donc, je ne suis pas le candidat d'un appareil. En revanche, je suis le candidat des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Et nous aurons à le démontrer, je crois, dès le premier tour. Merci, Raphaël Lapin. Alors maintenant, nous passons la parole à M. Kiaba qui nous a rejoint. Alors, Hubert Kiaba, pour les écologistes, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce qui motive votre candidature? Alors, bonjour déjà à toutes et à tous. Bonjour, les amis du plateau. Alors, ma candidature est motivée. Il faut se dire que depuis 2017, j'étais aux élections législatives et suite à ce constat qui a été fait par rapport à la situation de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous venons de vivre ces élections d'avril dernier, présidentielles, et nous avons constaté, encore une fois, la souffrance de la population, les difficultés que rencontre la population et cette sonnette d'alarme que la population, en fin de compte, les Guadeloupéens ont lancée par rapport à la situation dont nous vivons. Lorsque nous regardons aussi bien dans la situation de l'eau que dans la situation des soignants, nous constatons qu'il y a effectivement un déficit d'élus véritablement capables de régler en toute transparence les problèmes de la population. Donc aujourd'hui, ma candidature est dans la continuité de ce qui a été entrepris. Je ne suis pas député sortant, mais j'estime que j'ai un mandat parce que depuis tantôt, je suis aux côtés de la population. Mes actions ne se limitent pas à la circonscription, mes actions se limitent, dépassent même la frontière de la Guadeloupe. Donc par conséquent, je dis être prêt parce que j'ai des propositions, j'ai des constats, je suis à côté de la population, à côté du peuple et je vois en fin de compte ce qui se passe tout le temps. Donc, et surtout ce qui est important, peut-être je ne sais pas si tout le monde le possède, mais j'ai aussi cet amour pour mes compatriotes, j'ai cet amour pour l'autre et aujourd'hui je compte le mettre à la disposition, continuer pour encore aller plus loin dans les actions que nous menons et que nous aurons à mener. Merci. Maintenant, la parole à José Toribio, détermination et expérience. Alors, José Toribio, on va se dire que vous êtes dans votre logique, dans la continuité de votre engagement, de votre positionnement. Non, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Bonsoir à nos compétiteurs à l'occasion de cette confrontation du 11 juin prochain. Il y a, selon vous, continuité. Je dirais qu'il y a un perpétuel renouvellement parce que les conditions historiques, les conditions politiques, économiques et sociales de notre pays évoluent d'une élection à une autre. Et donc, il s'agit de se positionner là-dessus. Et se positionner notamment par rapport aux conclusions qu'on doit tirer sur l'élection présidentielle. Il y a eu un vote populaire extraordinairement plein de sens. Et point besoin de débat intellectuel pour le comprendre. Le peuple a dit non. Le peuple a dit carrément en bon épissa. Le peuple a dit je refuse cette politique macroniste. Et je refuse tous ceux qui portent cette politique-là. C'est ça qu'il faut comprendre, ce qui s'est passé récemment. Et donc, il faut interpréter tout ça en disant que, en comprenant les aspirations profondes du peuple, il faut aller dans un sens de propositions de dignité, en dehors des propositions techniques, sur lesquelles nous reviendrons. Et les propositions de dignité, ce sont des propositions de nécessité. Respecter les gens, respecter la population guadeloupéenne. Et la population a commencé par l'appeler peuple. Pourquoi il y aurait un peuple corse et il n'y aurait que des populations d'outre-mer? C'est la première insulte qu'il faut laver et au niveau du Parlement. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est qu'on s'est débarrassé vite en 2001 avec une loi condamnant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais jamais
on ne s'est posé réellement sur les questions des réparations. Il faut que ce dossier-là évolue. Ce sera une deuxième tâche. Et troisième tâche imminente, immédiate, la réintégration immédiate et sans concession des gens qui ont été mis à l'écart du CHU, du centre hospitalier, et faire en sorte d'indemniser également tous ceux qui se sont trouvés dans des situations de non-travail. Je pense aux cabinets médicaux, je pense aux cabinets d'infirmiers, aux salariés qui travaillaient et qui se sont retrouvés sans emploi. Voilà, les choses précises, nettes. Bien sûr, il y aura derrière d'autres propositions techniques sur lesquelles je souhaiterais intervenir. Mais la dignité du peuple, d'abord. Merci, Madame Pierrequin. Alors, vous êtes à cette élection. Pourquoi ? Alors, bonsoir, amis du plateau. Bonsoir, donc je dirais madame, monsieur et yel. Donc, en fait, moi, je veux représenter la Guadeloupe plurielle et spécifique. Et là, vous allez comprendre qui je suis. Simplement, j'ai promis à un jeune homme qui s'appelle Frédéric et qui est actuellement chez lui, bloqué. Il est ce qu'on appelle un PMR, c'est-à-dire en fauteuil roulant. Et il est bloqué depuis une semaine chez lui. Et personne ne peut venir à son aide. Donc ici, je profite de mon temps de parole pour relayer sa parole et cette demande d'aide. Voilà, et donc vous pouvez le joindre. Pourquoi il ne peut pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, là où il est, son appartement étant au premier étage, l'ascenseur étant en panne. Voilà. Donc moi, je serai cette députée de cette égalité, fraternité, accessibilité, et pour tout le monde, avec nos spécificités. Voilà. Et c'est ce que je disais, avoir le courage de faire, et surtout de le faire savoir. J'ai entendu, au terme des élections électorales, présidentielles, le cri de la Guadeloupe, cette claque au macronisme, mais je ne peux pas entendre que notre Guadeloupe soit dans les extrêmes. Voilà, on ne peut pas entendre ça. Pourquoi ne pouvez-vous pas l'entendre? Parce que je pense que le message est autre, c'est-à-dire que on se doit d'être contre la politique brutale macroniste, jupitérienne, mais on ne peut pas passer en un week-end de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc il faut trouver une cohérence, je pense, à ce message qui a été envoyé, qui a été fort, que nous avons entendu. Et voilà. Donc alors on a vu quand même le score des Républicains, puisque totalement. Voilà. Donc c'est totalement. Alors est-ce oui, que il faut être factuel. On l'a entendu. Il faut l'acter. Mais c'est peut-être aussi une façon pour nous de nous dire, nous n'avons peut-être pas assez communiqué ou communiqué assez de façon, peut-être parce que nous pensions que nous étions d'une évidence du gaullisme, héritière, la droite sociale, républicaine et autres. Donc c'est à nous aussi de nous remotiver et soit on quitte le navire, soit on y reste. Donc cette pugnacité que j'ai ici, je l'aurai pour mes compatriotes guadeloupéens. Voilà. Merci. Max Mathiazin, vous êtes le député sortant, vous avez dit ne pas avoir démérité, vous retrouvez dans une circonscription où il y a 20 candidats. Qu'est-ce que cela vous inspire? Troisième circonscription, 20 candidats. Bonjour madame. 20 candidats. Vous savez que nous sommes une curiosité, semble-t-il. Je vous rappelle que la dernière fois, il y en avait 23. Alors, ce n'est pas une première. Mais nous sommes une curiosité puisque j'ai reçu un appel d'une chaîne de télévision nationale qui veut venir faire un sujet télévisuel sur notre circonscription. Je ne sais pas si vous l'avez reçu aussi, mais j'ai reçu cet appel. Je suis candidat à un nouveau mandat parce que, précisément, je suis le candidat de la dignité. La dignité, beaucoup parlent de dignité, mais moi, je l'ai prouvé, je l'ai mis en œuvre et je l'ai démontré tout au long de ma mandature. Puisque j'ai été élu, je vous le rappelle, le peuple l'a reconnu. J'ai été élu entre ce qu'on appelle les partis politiques ou les machines politiques à l'époque, puisque, rappelez-vous, c'est la population guadeloupéenne qui m'a permis, quand je dis guadeloupéenne, de la circonscription qui m'a permis de devenir député et de représenter la Guadeloupe à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, je suis le candidat du courage. Parce que quand tout le monde était caché, quand par exemple M. Gustin, l'ancien préfet, avait décidé de mettre 100 radars, un radar tous les 10 km en Guadeloupe, eh bien on n'en a pas vu beaucoup. Il y a eu 2 personnes à ce moment-là, il y a eu moi-même qui suis allé voir le Premier ministre,
et le ministre de l'Intérieur, puisque vous étiez attaché parlementaire à l'époque, l'un de nos concurrents. Et j'ai mené ce combat-là. Je n'ai pas entendu beaucoup de Guadeloupéens et beaucoup d'autres à part M. Coriolan de Sentinelle Guadeloupe. Et puis, je suis un candidat de la vision, parce que je fais mon travail pour tenir la Guadeloupe et faire barrage, défendre mon pays, et en même temps, j'ai une vision que je vais exposer tout à l'heure, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois et de l'exposer. Donc, j'ai une vision pour mon pays. Donc, le candidat que je suis a un bilan qui est important, qui est consigné ici. Chacun peut le voir, le parcourir, le critiquer, mais on ne peut pas l'amender et on ne peut pas effacer ce que j'ai fait. J'ai fait entendre la voix de la Guadeloupe, non seulement sur les bancs de l'Assemblée nationale, en étant un député intelligent par les amendements que j'ai présentés, mais aussi, lorsque nous parlons de peuple, je n'ai rien à montrer ou à démontrer à quiconque en ce qui concerne la reconnaissance de la Guadeloupe en tant que peuple, puisque précisément, je me suis indigné, j'étais le député qui s'est indigné contre le sort que l'on a fait naguère à nos ancêtres, et j'ai, par un cri du cœur, un cri de la conscience, j'ai reçu unanimement, ce n'est pas un honneur pour moi, mais la 5e standing ovation de la 5e République, avec tout ce que cela peut supposer. Donc, je n'ai rien à démontrer, je suis un militant, je suis un Guadeloupéen, je connais mes origines et je me bats depuis tantôt pour la Guadeloupe. Merci. Alors, on va poursuivre, M. Kiaba. Quelle est la voix que vous voulez porter au sein de l'Assemblée nationale si vous êtes élu député? Pour vous, en tout cas, comment concevez-vous votre rôle en tant que député? Alors, comment je conçois, en fait, la parole, l'objet, mon rôle au sein de l'Assemblée nationale? Je pense que, comme il a été dit par tout un chacun, il y a effectivement une absence. Il n'y a pas de véritablement politique accompagnement du peuple. Et la situation que vit en ce moment la Guadeloupe est catastrophique. Je pense qu'il faut être véritablement quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on peut joindre. Et à travers l'analyse de mon ami Max, lorsqu'on écoute bien, on a l'impression que ça va. Et j'ai l'impression que c'est ce que dénonce un peu la Guadeloupe. Lorsqu'on écoute les Guadeloupéens, tout va. Hier, M. Chalus était sur la télé à dire que oui, mais j'ai des félicitations de la région pour l'utilisation des fonds au niveau économie. On a l'impression que le département parle de projets de déchets, que j'ai fait des déchetteries, on a fait, alors que la réalité est tout autre. Aujourd'hui, Madame, effectivement, vient d'annoncer la candidature, la situation de quelqu'un qu'elle a bien nommé. Et je tiens à dire que mon suppléant à ces élections, c'est un jeune qui a 22 ans, qui est siermentin, qui est en situation de handicap. Et toutes les difficultés, effectivement, qu'Essie rencontre ne datent pas d'aujourd'hui. Il a 22 ans aujourd'hui. Depuis pratiquement 3 ans, il a fait une demande pour poursuivre ses études. Et malgré ça, c'est un jeune rempli de courage, rempli d'envie, qui a envie de faire changer les choses, qui a envie de vivre, de combattre ces injustices qu'il rencontre au quotidien. Il est encore là. Il m'a dit, Hubert, je préfère mourir avec un micro à côté de toi que de mourir dans un fauteuil roulant, couché sur mon lit. Voilà cette vision-là, voilà ce langage-là, voilà cette promesse-là, cet espoir-là que j'ai envie de porter à l'Assemblée nationale. Cette Guadeloupe authentique, comme nous sommes, comme nous vivons. Et aujourd'hui, nous avons envie de ça. Alors, je serais un peu... Est-ce que vous avez pensé à une proposition de loi? Est-ce que vous avez pensé à ce que vous pouvez concrètement en action, dans le cadre du rôle du député, faire? Alors, lorsque je suis arrivé au plateau, j'ai entendu un camarade en train de dire que voilà ce que doit faire les missions d'un député. Un, au niveau législatif, et 2, au niveau de contrôle, ce que fait le gouvernement. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre que nous sommes un département français, soi-disant, la retraite minimale sera 971 €, et nous avons des Guadeloupéens qui touchent 69 €, qui touchent 39 €. Aujourd'hui, je dis que
il faut véritablement contrôler. Il faut véritablement que nous disions que nous contrôlons. Et ça, c'est le rôle du député. Qu'on ne me dise pas que oui, mais ce n'est pas dans la mission, les prérogatives du député. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un, un citoyen lambda, il sort de chez lui, il met un bulletin dans l'urne, ce citoyen-là qui demain voit sa maison en train de brûler, il va prendre son téléphone, il va appeler le député. Alors, est-ce que moi, député, j'ai à dire que ce n'est pas ma compétence, je ne vais pas agir? Non, on doit porter des réponses parce que cette personne-là vous a choisi. Et donc, j'estime que le député doit être quelqu'un de proche de la population, doit être quelqu'un de proximité. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie. Comment vous faire entendre jusqu'à noyer dans un ensemble? On sera effectivement, on sera 577 à l'Assemblée nationale, mais je dis que je me donnerai les moyens. Je ne dis pas que je serai avec des gens qui vont entendre. Je dirai simplement que je ne vais pas, lorsqu'on va me parler de l'ours, est-ce qu'on va réintroduire le loup, en fin de compte, dans les montagnes en France, je vais peut-être demander à ceux et celles qui sont là, qui sont tout près, mes collègues qui sont tout près. Par contre, lorsqu'on va me parler de l'eau, de déchets, je vais me donner les moyens de me faire entendre. Contrairement à ce que dit M. Mathiazin, je ne vais pas me satisfaire de dire qu'on a fait un standing ovation. Je vais me satisfaire d'être écouté. Et aujourd'hui, à l'instar de ce qu'il dit, c'est vrai, au niveau du pass vaccinal, il a bien dit que moi, je ne vote pas le pass vaccinal dans les conditions. Il a voté, il a amendé, il a dit que oui, mais je vais voter le pass vaccinal à condition que ce soit reporté ici. On l'a écouté, mais il n'a pas été suivi. Moi, je vais me donner les moyens d'être suivi. Je vais effectivement donner... Alors, je prends un exemple. Lorsqu'on regarde à la porte du CHU, un personnel soignant qui est là, alors que ce personnel-là était en avant-garde lorsque les problèmes se sont posés. Moi, en tant que député, je serai là jusqu'à ce que ça soit réglé. Le député sera à côté de ces personnes-là. Et il s'agira de trouver une solution. Je ne peux pas effectivement accepter que je suis député en Guadeloupe, je suis député de la Nation, et qu'il y a effectivement un personnel. Alors aujourd'hui, je viens de recevoir un document où le président du conseil d'administration, il a démissionné de son poste parce qu'il a dit « je ne peux pas comprendre que mon centre hospitalier est en train de mourir », et donc là, il a démissionné. Aujourd'hui, je dis que moi, député, je suis au fond, je serai là tant que les soignants ne sont pas... Merci. Voilà. Merci, M. Kiaba. Félix Flemin. Alors, j'apprécie la teneur du débat et le sens qu'il prend. Je voulais rebondir et réagir sur ce qu'a dit tout à l'heure Raphaël Lapin quand il a à juste titre expliqué la fonction et le rôle du député. Il sait de quoi il parle, il a été ou il est toujours secrétaire parlementaire, attaché parlementaire d'un député. Donc c'est parfait, rien à dire du point de vue juridique. Sauf que, c'est ça la nuance, c'est que j'entends avec ma suppléante Denise Nago, être un député guadeloupéen. J'ai beaucoup insisté. Précisément un député guadeloupéen, ce n'est pas un député qui s'inscrit dans le cadre de la représentation nationale française. Ce qu'il a décrit tout à fait, Raphaël Lapin, c'est ça. Moi, je n'entends pas m'inscrire dans cette logique-là. J'entends, au nom du peuple guadeloupéen, aller porter les revendications de la Guadeloupe. La première d'entre elles, c'est de faire exister le peuple guadeloupéen. J'ai entendu à l'instant Max Mathiazin dire à juste titre qu'il a porté devant l'Assemblée nationale et il a eu, c'est vrai, la standing ovation lorsqu'il a mis en avant la nécessité de combattre l'esclavage qui était et les torts qu'on faisait à un certain nombre de personnes. Très bien. Moi, je parle de peuple guadeloupéen qui, dans la Constitution française, est relégué au rang de population. Ça veut dire que les droits internationaux dont la France est signataire reconnus à tous les peuples, le droit à l'autodétermination n'existe pas. On ne peut pas l'exercer. C'est la question cardinale. Et quand je dis que j'entends être un député guadeloupéen, c'est pour précisément... Je m'inscris en rupture avec le cadre et le système dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le cadre d'un système d'assimilation coloniale. Nous avons un statut juridique de département. Mais le cadre et le système colonial perdurent. Alors, que souhaitez-vous exactement? Mais précisément, mais vous le savez, je l'ai dit, j'ai dit un député guadeloupéen pour une Guadeloupe autonome. Ça veut dire disposer. Parce qu'il faut qu'on parle politique ici.
il faut qu'on dise ce qui nous différencie. Parce que, bon, il y a des choses que vient de dire M. Kiaba que je partage, tout à fait. Il y a même des choses que je partage avec le député sortant. Mais là où nous divergeons, c'est sur la vision que nous avons de notre pays. J'affirme ici, preuve à l'appui, que le cadre de l'assimilation coloniale, c'est-à-dire le cadre du droit commun, le cadre de l'application des règles, des normes juridiques de la France, ne permet pas de répondre aux enjeux et aux problématiques du pays, ne prend pas en compte les réalités guadeloupéennes. Preuve, s'il en faut, eh bien, le Parlement français a voté une loi, l'obligation vaccinale, sanctionnant le personnel soignant, loi inadaptée aux réalités de la Guadeloupe. Voilà. Mais comme nous sommes dans le cadre de l'assimilation coloniale, une loi votée en France s'applique de facto à la Guadeloupe. Eh bien, c'est ce cadre-là qu'il faut changer. J'ai pris l'exemple récent, mais dans les domaines économiques. Si on ne peut pas faire valoir la priorité guadeloupéenne à l'emploi à compétences égales sur le territoire de la Guadeloupe, si nous ne pouvons pas prendre des mesures de protection de notre foncier, si nous ne pouvons pas faire valoir eh bien, les 100 000 km² de surface maritime dont nous disposons pour pouvoir les exploiter dans le sens des intérêts du pays, nous n'aurons pas de réponse. Par conséquent, j'entends être ce député guadeloupéen et le rapport de force absolument nécessaire pour pouvoir se faire entendre à l'Assemblée nationale et devant toutes les institutions de l'État français, c'est le peuple guadeloupéen qui l'aura à l'exprimer. Un député à l'Assemblée nationale, les autres l'ont dit, ils ont fait aveu de leur impuissance, pas personnelle, l'impuissance du système. On a dit, mais on ne nous a pas écoutés, on n'a pu rien faire. Bien, nous entendons faire avec le peuple guadeloupéen. Merci Félix Flémin. Raphaël Lapin, alors, donc, si vous êtes élu député, que pensez-vous porter? Comment pensez-vous peser pour vous faire entendre? Merci Yves. Alors déjà, dire à M. Flémin que je crois que nous partageons cette conviction qu'il faut précisément porter son identité guadeloupéenne et la porter aussi dans les fonctions qu'on exerce. Il y a eu, je crois, au cours de l'année 2021, ce qu'on appelle un référendum sanitaire. Ça a été un référendum vaccinal. Ça a été un référendum vaccinal parce que 70% de la population a refusé de rentrer sous l'instruction qui lui était faite, sous l'ordre qui lui était fait de se vacciner. Et quand on est un politique, on ne peut pas se boucher les oreilles et faire comme si le peuple ne disait rien. Le peuple a été éloquent. Il l'a été à bien des égards. Il s'est mobilisé. Il s'est mis en colère. Et cette colère-là, on est contraint de l'entendre. Elle s'est exprimée jusqu'à, au moins, l'élection présidentielle, avec des positions qui avaient, et Mme Pierrequin l'a questionné, elle a questionné quelle était la cohérence des positions qui ont été prises entre le premier tour et le deuxième tour. Eh bien, pour moi, la cohérence, elle est dans la colère. Elle est dans la colère d'avoir le sentiment qu'on a des élus qui ne nous entendent pas, qui ne nous regardent pas, qui ne font pas attention à nous. Et ça, cette colère-là, si on ne l'entend pas, eh bien, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Donc, concrètement, concrètement, rapidement. Un choix. Un choix. Le choix d'être le député libre. Un député libre. Ça veut dire un député qui n'ira pas siéger dans un groupe qui lui imposera un diktat. Et il y a des groupes, aujourd'hui, qui permettent ce genre de positionnement. Donnez-nous un exemple. Alors, il y a, je pense à, en général, 6 présidents de collectivités qui ont été députés auparavant et qui ont siégé dans ce type de groupe. Huguette Bello à La Réunion a siégé au groupe GDR. Gabriel Serville en Guyane a siégé au groupe GDR. Et vous avez d'autres députés encore, d'autres anciens présidents, d'autres présidents actuels qui ont été députés et qui ont siégé. Le président Chalus a siégé au groupe RRDP. C'était environ 16 ou 18 députés. Et au final, ça veut dire que systématiquement, à chaque fois qu'il y avait une possibilité de prendre la parole, eh bien, ils étaient au rendez-vous de leur obligation. Ce qui leur a permis, en réalité, d'acquérir la popularité
qui leur a permis d'accéder aux fonctions de président de collectivité. Gabriel Serville, c'est l'illustration typique de ce type de fonction. Merci Raphaël Lapin. Et puis la parole maintenant à José Toribio. Alors José Toribio, pour ce qui nous concerne, des actions mais vraiment fortes pour ce qui nous concerne, vous pensez porter si vous êtes élu. J'ai indiqué ce qu'il fallait régler dans l'immédiateté des choses. Maintenant, il y a une stratégie à long terme. On n'est pas candidat à une élection législative par envie. On l'est par nécessité historique. Et donc, à partir d'une vision que l'on se fait de sa population, de son pays, de ses forces, de ses faiblesses et de son chemin pour demain. Et là-dessus, il y a un phénomène qui est extraordinairement patent aujourd'hui, c'est le phénomène de la misère. Nous devons régler un certain nombre de choses rapidement sur l'augmentation du SMIC à 1 500 €, sur le fait que pas une retraite ne doit être inférieure à 1 000 €, et se pose encore plus profondément la question des minima sociaux définis en France applicables ici, alors que le pouvoir reconnaît que nous sommes une société à cherté de vie. Donc il faudrait peut-être voir comment on peut étalonner effectivement les minima sociaux par rapport à ça. L'attribution d'une dotation de 1 000 € mensuels aux lycéens dans les lycées professionnels, aux étudiants, parce que ce sont des travailleurs en formation. Et donc là, la question de jeunes n'est plus seulement une question d'âge, ça devient une classe sociale importante sur laquelle nous devons absolument travailler. Tout ça, ce sont des mesures immédiates qu'on doit arrêter, en dehors de mesures plus particulières sur la justice et la police de proximité, sur la culture qui doit passer à 1% du PIB, sur un ensemble de choses qui fait qu'il y ait lien social, qu'il y ait de l'humanité dans la politique. La politique aujourd'hui n'a plus d'humanité. La politique est froide, la politique est méchante. La politique n'a plus ce bon sens que nous avions dans notre peuple historiquement. Mais qui est derrière la politique ? Ces organisations, fameuses organisations qui veulent patronner encore le dispositif politique, les grandes associations de gens tels que les macronistes, tels qu'ici, malheureusement, le GURS, qui est l'appui fondamental de M. Macron. J'ai bien dit que le vote présidentiel signifiait qu'il n'y ait pas d'accord du tout avec qui a défendu peu ou prou la candidature et la politique de M. Emmanuel Macron. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Alors maintenant, en dehors de ça... Alors, apparemment, sur ce plateau, il n'y a personne qui se revendique de la politique d'Emmanuel Macron. Ah oui, comme par hasard, actuellement, tout le monde est pour la réintégration des personnes mises à l'écart. Tout le monde est mélenchoniste. Tout varie. Bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Bon, en attendant, je rappelle que depuis le mois de décembre, j'ai envoyé un courrier au président du Conseil général, au président du Conseil régional, aux députés, aux sénateurs de la Guadeloupe, disant qu'il fallait la convocation d'un congrès immédiatement sur l'affaire de l'hôpital et de la crise sociale pour qu'on puisse avoir des solutions de négociation, et que je n'ai pas été entendu. Bon, mes positions ont été prises très tôt, alors que parmi les députés sortants, je n'ai pas vu une intervention prenant en compte le fait que la Guadeloupe fut à feu et à sang, sinon que de voter l'obligation vaccinale, sinon que de demander la condamnation de ceux qui seraient fautifs, en accusant d'ores et déjà sans preuve des jeunes d'avoir monté les barrages, etc. Alors que ce n'était pas ça du tout. Et on sait maintenant que ce n'est pas les jeunes qui avaient barré. Alors c'est un qui peu avait facile. barré ? Écoutez, tout le monde le sait. Tout le monde le sait qui a barré. Ce n'était pas les jeunes et ce n'était pas les manifestants, en tout cas, qui avaient barré, qui avaient monté les barrages, qui avaient monté les barrages, oui, mais qui n'avaient pas eu des phénomènes de violence. Ils n'ont pas accompagné les phénomènes de violence. Et les revendications syndicales se sont toujours faites de manière pacifique. Et j'avais demandé donc un congrès, j'avais demandé aux députés, aux sénateurs de tenter d'avoir une loi d'habilitation législative. Ce n'était pas une curiosité constitutionnelle. On a déjà eu une loi d'habilitation constitutionnelle
il me semble que c'était pour l'environnement, l'énergie. Donc, c'est des choses qu'on sait faire, et ça n'a pas été fait. Donc, la représentation parlementaire de la Guadeloupe n'a pas joué son rôle. Le député de la Guadeloupe doit être d'abord un député guadeloupéen. Chaque texte qu'il a étudié doit faire chez lui l'opposition. Chaque texte qu'il doit avoir à analyser, il doit essayer de savoir quelle est l'application de ce texte en Guadeloupe, quels sont les effets positifs ou négatifs. Merci. Quand je dis ça, je ne dis pas quelque chose d'extraordinaire. En 1982, on a voté, les députés et les sénateurs ont voté la loi sur les assurances catastrophes naturelles. Ça a été voté par tous les députés et sénateurs guadeloupéens. Sauf que le dernier article de cette loi disait que cette disposition n'est pas applicable en Outre-mer. Et ils l'ont voté. Merci. Sans faire attention, effectivement, aux impacts que ça pouvait avoir. Et en 1989, pense sur le bec, le cyclone Hugo, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de remboursement possible. J'appelle à ce qu'il y ait des députés vigilants et déterminés et qui l'expérience de choses. Merci, José Toribio. Madame Pierrequin. Oui. Si vous êtes élu, qu'est-ce qui fera votre différence? Qu'avez-vous l'intention de porter? J'entends les discours des autres candidats et une chose me surprend, c'est qu'ils se présentent tous comme étant anti-macronistes, anti-loi brutale. Et de fait, en fait, j'ai l'impression de ne même pas devoir avoir à parler, puisqu'en fait, les LR, si on regarde, est le premier groupe d'opposition au Parlement. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais faire entendre aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes, c'est que je suis une Guadeloupéenne investie. Alors, bien évidemment, certains me diront, on ne vous connaît pas. J'étais une femme de l'ombre, une femme investie dans l'association et qui a été portée justement par le Parti républicain pour justement conforter cette opposition à la majorité macroniste. Voilà. Donc moi, je serai la députée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des spécificités, de cette pluralité de couleurs. Et en fait, bien évidemment qu'on s'entend tous sur l'idée de parler au nom du peuple, de porter, parce que nous sommes, nous, pays Guadeloupe, des gens où on parle avec notre cœur, nos tripes. Et donc, en fait, tout ça, il faut que ça soit posé et que derrière, un parti puisse justement donner cet impact et que ça puisse être... qu'on puisse marquer le but, derrière. Parce que si on démultiplie... S'il y a une priorité. S'il y a une priorité, déjà l'eau, excusez-moi, c'est un droit fondamental. Et en Guadeloupe, nous n'avons pas d'eau. Voilà, l'eau. Nos aînés, les aînés, donc une maison pour les aînés, notre jeunesse, la portée, qu'elle puisse rayonner aussi. Mais est-ce que tout ça ne peut pas être réglé sur le plan local? Est-ce qu'on a besoin d'être député pour justement porter la voix et trouver des solutions? On doit être force de proposition. Monsieur Lapin disait qu'on doit voter des amendements et autres, mais on doit aussi être force de proposition de loi. Donc, si on n'a pas d'idées, si on n'a pas de choses concrètes à proposer à notre territoire, on ne peut pas être un bon député. Ça veut dire que déjà, on ne fait pas le bilan de ce qu'on nous a donné comme insatisfaction, et en même temps, on ne serait pas capable de le porter à l'hémicycle. Et ça, c'est pas entendable. Voilà. Donc, forcément, on est du territoire Guadeloupe, on a ces spécificités, on a ces problèmes rencontrés nulle part ailleurs. Je ne pense pas ailleurs dans l'Hexagone, on peut avoir des territoires où encore nous n'avons pas d'eau au robinet. Voilà. Nos jeunes, ces spécificités territoriales qui font qu'on est obligé de partir pour éventuellement suivre un cursus. Donc rendre la superbe aussi à notre Guadeloupe qui, au niveau culturel, est extrêmement riche. Donc certains reconnaîtront mon parcours aussi aux côtés de certaines choses, de la chose culturelle. Mais voilà, moi je voudrais rendre la superbe à la Guadeloupe, qu'elle ait une vraie voix, et qui mieux que les Républicains, qui sont véritablement un groupe d'opposition. On n'a pas on a peut-être à le respécifier, mais nous sommes ce groupe. Nous sommes
je pense, les seuls à même d'être un aiguillon dans l'aine macroniste. Et donc, merci. Voilà, Henri Dinard, Delphine Pierrequin. Voilà. Merci. Nous aurons le temps de faire un tour de plateau, que vous puissiez vous adresser directement à la population. Alors, Max Mathiazin, si vous êtes réélu, quelles seront vos priorités? Avant tout, madame, permettez-moi de m'adresser humblement à Hubert Kiaba. Je crains que tu te laisses un peu abuser. Tu parles de Kessie Hermantin, et je le dis parce que tu en as parlé. Tu n'aurais jamais reçu d'aide d'aucun député, de personne de l'État ou de la... Tu m'as entendu dire ça, là? Oui. Tu as dit qu'il n'a pas reçu d'aide, qu'il est en attente d'aide. Oui. Le député que je suis... J'ai parlé d'un fait précis. Oui, je m'inscris en faux. Parce qu'on fait un courrier bail? Non. Je m'inscris en faux contre cela. Ouais. Et tu devrais mieux te renseigner avant de le dire. Il a bénéficié, je le dis publiquement, et s'il m'écoute, il ne peut pas dire le contraire, il a bénéficié de toutes les aides que l'on pouvait espérer, que ce soit de l'État, des services sociaux, des députés et du conseil départemental de la Guadeloupe. Alors, je voulais faire cette rectification et il nous a fallu beaucoup de temps, beaucoup de travail, parce que, et je crains que tu ne te laisses abuser par ça. Voilà. Donc, j'ai tous les éléments. Donc, c'est toi qui as évoqué cela, et je ne peux pas te laisser dire ça. Madame, je suis le député, j'ai été le député, je le suis, vigilant et déterminé. Vigilant parce que, à chaque fois que les intérêts de la Guadeloupe étaient menacés, j'ai été là. Aujourd'hui, la tarte à la crème, tout le monde dit, les suspendus à la question de la vaccination, par exemple. Quel est le député qui a demandé rendez-vous au Premier ministre, qui a demandé à ce que nous soyons traités à l'égal de la Martinique, puisque c'était la première revendication lorsque nous avons été suspendus, c'est le député qui est devant vous. Nous avons été reçus en novembre. Quel est le dernier rapport parlementaire par le biais de la délégation aux Outre-mer qui a été déposé devant l'Assemblée nationale? C'est moi qui l'ai fait. Et c'est moi qui l'ai demandé avec Manuela Keklar-Mondésir, député de la Martinique, sur la question du personnel soignant suspendu. Donc quand d'aucuns disent aujourd'hui, il est de bon ton pour ceux qui ne savent pas tout à fait comment ça se passe, ou tout à fait comment ça s'est passé, il est de bon ton de dire que les députés n'ont pas de courage, ils n'ont pas été vigilants, ils n'ont rien fait. Je trouve que c'est un peu fort de café, ce n'est pas l'avis de la population. Donc ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale et je donne des préconisations, mais plus encore. Quand après, quelques mois après, l'incendie de l'hôpital, où il n'y avait pas de médicaments, où il fallait que les malades aillent chercher les parents des malades aillent chercher leurs médicaments eux-mêmes, quel est le seul élu, je dis bien élu, quand je cherchais les autres, je ne les ai pas trouvés. Ils disaient je soutiens, mais je parle de maire ou de conseiller général. C'était moi. J'y suis allé, il y a eu 3 manifestations pour que nous soyons traités à l'égal des hôpitaux, de l'hôpital digne de ce nom. Eh bien, moi, j'étais là. Je n'en ai pas vu beaucoup. Moi, je suis dans le concret avec mon peuple. Alors, si vous êtes élu, si je suis élu, il y aura 2 volets. Le premier volet, moi, je suis d'accord avec tout ce que dit José Toribio. Je me suis battu, par exemple, pour la retraite minimum des exploitants agricoles ultramarins, qui est passé à 1035 €, c'est-à-dire à 85% du SMIC. C'était un combat. Leurs syndicats sont montés nous voir, je les ai reçus à Paris, et tu le sais. Et j'étais là. Et tu étais là, oui, tu étais là. J'étais là. Donc, je dis la vérité. Nous nous sommes battus dans des conditions fort difficiles, mais faut-il abandonner pour autant quand les choses sont difficiles, quand les vents sont contraires? Non, mais j'ai pas fini. Non, mais allez-y et puis j'ai tenu la barre. Oui, moi, je reconnais que tu as participé à ce combat-là. Mais tu ne peux pas dire que ce combat n'était pas vrai. C'était un combat difficile. Qui était mené avant tout par Huguette Bello. C'était une proposition de loi commune. Non, mais c'est c'est les Guadeloupéens qui ont pris le relais après. Voilà. Et il a fallu qu'on ait une intervention déterminante, effectivement, avec le député Olivier Servat d'ailleurs, qui a il faut le travailler là-dessus. Donc moi, quand j'entends, c'est un peu facile de dire. L'Assemblée nationale n'est pas un endroit où on arrive et on dit je vais m'interposer. Alors, je voudrais tellement prendre l'exemple. Tout à l'heure, tu parlais de... Alors, pas beaucoup, puisqu'il nous reste très peu de temps. Un seul exemple. Je prendrai un exemple, 2 exemples, si vous permettez, madame. Un exemple.
Alors, je prends l'exemple du groupe Rassemblement National. Combien de députés ils avaient à l'Assemblée nationale? 7. Ils n'avaient pas de quoi faire un groupe. Ils étaient dans les non-inscrits, ils n'avaient pas de quoi faire un groupe. Cependant, j'ai vu des vidéos. Donc, moi, c'est facile. J'aurais pu, plutôt que de travailler pour la Guadeloupe, je fais une vidéo en disant « Je suis à l'Assemblée nationale, j'ai fait une intervention sur ceci, c'est inadmissible. » Et j'envoie ça sur les réseaux sociaux. Et les Guadeloupéens disent « Madame Le Pen nous défend. » Eh bien, c'est trop facile parce qu'ils n'ont fait adopter, avec leurs 7 députés, aucun amendement, 0 pour la Guadeloupe. Tandis que celui qui est devant vous a fait adopter en une soirée, dernière séance, 3 amendements, jusqu'à ce que 3 amendements, ce qui est très difficile pour un député, jusqu'à ce que j'ai été nommé, enfin j'ai été traité à l'Assemblée nationale de député de la soirée. Tu peux attester que c'est difficile, ça. Merci. Alors maintenant, il nous reste très peu de temps, donc je vais faire un tour de plateau. Vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. J'arrive à vous tout à l'heure, Félix Flémin. Je vais débuter avec Monsieur Kiaba, puisque nous sommes obligés de tenir un timing. Alors, Hubert Kiaba, vous avez la possibilité de vous adresser directement à cette population pour qu'elle puisse voter pour vous ou voter pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est vous qui choisissez. Donc, nous Madame vous écoutons. Boissé, on est quand même sur un plateau. C'est vrai qu'il y a 6 personnes. On a envie quand même de débattre à travers, effectivement, les personnes et ce qui est dit. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit problème sur ce plateau. Madame Pierre Kennedy, on a l'impression que tout le monde est en train de suivre le courant et de dire que moi, je ne suis pas, moi, je ne suis pas. On n'a même pas la capacité véritablement de dire qui on est sur ce plateau. Aujourd'hui, on a effectivement José Toribio qui est quelqu'un d'excellemment bon, qui a effectivement des idées, mais qui ne sera pas très longtemps député si on l'élu. Pourquoi ? Parce que monsieur, effectivement, Toribio attend une décision où, effectivement, en première instance, il a été effectivement condamné. En deuxième instance, il a été condamné. En cassation, on est en attente. Donc, il ne sera pas là pendant longtemps. Et par contre, moi, je vois mieux monsieur Toribio derrière un jeune à pousser véritablement une politique, à pousser la Guadeloupe et à emmener ses idées. Monsieur Toribio a effectivement été 2 fois maire du Lamentin. Je peux comprendre. Je pense que la population est en train de nous dire de parler autrement, d'avoir effectivement un autre comportement, un autre discours de transparence, de vérité à la population. Donc aujourd'hui, j'ai un petit problème à travers tout ce qu'il dit. Ça me réconforte dans ce que je pense, que M. Toribio a effectivement une capacité, qu'il ait pu être derrière Raphaël, derrière Hubert Kiaba, derrière d'autres personnes. Mais, non, Max a une expérience, il sera plus là bientôt. Donc mais là déjà, porter ça à la population, à la limite, c'est de tromper la population. Parce qu'il a des potentialités, il a des qualités, mais qu'on risque de ne pas avoir pendant longtemps. À travers le jeune Raphaël Lapin, pareil, il faut effectivement qu'il assume qu'il a été sur la liste piloté par M. Macron au régional. Non, par le président de région, Richard. Par le président Richard. Il faut être que tout le monde sait sa proximité. Il faut être précis, tout le monde sait sa proximité avec Macron. Et je pense que c'est ce que la population a repoussé, la population a refusé. Aujourd'hui, on comprend parce qu'on voit aujourd'hui M. Servat qui a pris sa responsabilité pour dire que moi, je ne suis plus inscrit. Il a démissionné de l'AM. Il faut effectivement qu'on soit capable de dire aux Guadeloupéens, voilà ma position, voilà ce que j'ai envie de vous dire, je me suis trompé et que voilà. Donc, après, Max a dit un certain nombre de choses que ça n'engage que lui. Mais moi, j'ai envie effectivement de dire à Max, Mme Pierre Kennedy, moi, j'ai un suppléant avec lequel que je ne vais pas le laisser là parce que Max a tout fait pour lui et qu'il ne rencontre pas des difficultés. Mais ce suppléant-là, il rencontre des difficultés par rapport à son insertion. Et il rencontre tellement des difficultés, je pense que dans la semaine à venir, il doit y avoir une grosse mobilisation à la MDPH parce que les dossiers sont là depuis 3 ans, 4 ans et tout le monde est conscient qu'il y a effectivement... c'est pas les élus. Tout le monde est conscient qu'il y a effectivement une problématique des choses qui ne sont pas faites. Alors, à travers ça, alors, je vous demanderai d'être plus court, hein, mais très court. À travers ça, moi, la voix que je souhaite porter à l'Assemblée nationale, et je le dis aux Guadeloupéens, c'est de croire et c'est de voir. Je n'ai pas de bilan, mais je suis quelqu'un où je suis fier, qui a toujours été aux côtés des Guadeloupéens et qui va savoir effectivement porter cette spécificité, cette guadeloupéanité à ceux et celles qui sont en difficulté et ceux qui souffrent.
Merci, M. Kiaba. Félix Flemin, on ira un petit peu plus vite. Félix Flemin, je crois, n'a pas à faire ici la preuve et la démonstration de ce qu'il est. Je suis un communiste. Je suis d'ailleurs le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Je le dis pourquoi? Parce que, bon, on n'est pas là dans une rencontre de personnes qui, voilà, et non. Nous sommes en politique, et la politique, ça se structure, ça s'organise. Je porte une parole politique. Il se trouve que je porte la même, celle du Parti communiste, depuis tantôt. Celle qui nous a valu d'être ostracisés. On a été condamnés pour crime de lèse-autonomie. Vous savez, cette revendication que le Parti communiste a élaborée en 1958 et que tout le monde a combattu et qui aujourd'hui s'impose dans le pays. Il y a guère de Guadeloupéens qui ne soient pas pour l'autonomie. Je me réjouis d'être de ceux-là, les héritiers de Rosan Girard et de tous ceux qui ont tenu le cap en expliquant qu'il existe un peuple et un pays Guadeloupe différent du peuple et du pays français et qui voulons d'autres rapports, sortir de la domination, de la suggestion coloniale que nous impose l'État français, sortir de l'assimilation et précisément aller à l'Assemblée nationale, c'est aller défendre ce peuple-là, mais aller dire aussi qu'aujourd'hui, dans le cadre de la République française à laquelle nous sommes intégrés, eh bien, l'État doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de la Guadeloupe. En matière, madame... Alors, il faut terminer, M. Flemin. Il faut vraiment qu'on puisse terminer. Mais on n'a plus de temps du tout. Mais alors, il faut me laisser le temps de terminer. En matière de santé publique, en matière d'éducation, en matière d'eau, de déchets, etc., c'est la responsabilité de l'État. Nonobstant, le rôle et la responsabilité des collectivités de la Guadeloupe. Je prétends ici qu'il faille rompre avec le système. Parce que depuis tantôt, madame, merci, monsieur les Flemin. républicains, les socialistes gèrent la Guadeloupe depuis 40 ans. Et la faillite est consommée par-delà les hommes. C'est bien la faillite du système qui est devant nous. Il faut changer le système et avoir une autonomie politique qui nous permette de répondre aux enjeux, aux impératifs et aux besoins du pays. Voilà ce que je vais porter parce que nous l'avons toujours porté. Le peuple guadeloupéen, c'est ce qui nous sommes. Merci. Puis je vous demanderai d'être plus court parce que nous n'avons plus vraiment de temps. Très bien. Donc, alors, de synthétiser. Une conclusion en 5 points. D'abord, féliciter Canal 10 pour cet exercice démocratique nécessaire. Qui est indispensable effectivement en dépit du nombre de candidats. Je m'interroge toutefois sur le déroulé et puis l'ordre de passage des candidats qui permet à chaque fois aux députés sortants d'avoir la parole en dernier et de répondre à chacun des candidats. Ce d'autant qu'en réalité, le bilan n'est pas aussi glorieux qu'il veut le faire penser, puisque j'invite en réalité... J'invite, mais ça, vous allez régler ça avec lui, mais il fallait vous présenter sur la première circonscription. Monsieur Mathiazin, personne ne s'est débarrassé de moi. Non, on va pas rentrer sur ce débat-là. Personne ne s'est débarrassé de moi. Au contraire, et c'est pas la peine d'essayer de donner des coups sous la ceinture. Ça ne vous ressemble pas, et le débat s'est bien passé jusqu'à présent. Donc moi, en revanche, ce que je vous dis, c'est qu'il est assez regrettable. Et de toute façon, sur les questions de bilan, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes peuvent tout simplement se rendre sur nosdéputés.fr et consulter le bilan de leur élu. Et voir si la réalité est à la hauteur des bilans présentés. Quoi qu'il en soit, puisqu'il ne s'agit pas que de rester sur une approche du passé, il faut aussi se tourner vers l'avenir et pouvoir dire aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes qu'il est peut-être temps qu'on ait une vision pour ce pays-là. Une vision qui repose sur 3 piliers me concernant. La Guadeloupe de l'égalité, la Guadeloupe des libertés et la Guadeloupe des solidarités. Et nous avons un certain nombre de propositions et de prospectives que nous mettons à la disposition de la population guadeloupéenne et en toute liberté, contrairement à ce qu'a laissé entendre M. Kiaba, puisque je le redis, je n'ai pas fait campagne pour Emmanuel Macron et je n'irai pas siéger dans un groupe qui prêtera allégeance à Emmanuel Macron. Merci Raphaël Lapin. José Toribio. Donc on ira vite, s'il vous plaît. Donc, permettez quand même que je puisse non pas répondre à M. Hubert Kiaba, mais de dire simplement que les limites de son élégance sont vite atteintes. Permettez-moi quand même de dire que là, il doit être victime d'un problème freudien, d'une non-réponse à une non-demande formulée pour être son suppléant, sans doute. Mais ça tient plus, à mon avis, du comportement entre le foufou gongon et le coucou manioc.
Le coucou-manioc, comme on sait, est un oiseau qui vole très très bas, et à force sa barbe est sale. Et l'une des préoccupations du coucou-manioc, c'est de s'emparer du nid des autres. Pousse-toi là pour que je m'y mette. Cela dit, j'en ai fini avec ça. Maintenant, plus sérieusement, sur le fond du problème, moi je dis qu'il faut réinscrire dans la politique un peu d'humanité. Donc de comprendre bien ce que vivent les peuples, quel que soit le lieu de notre planète, et tenter d'en tirer des lignes politiques de manière déterminée, déterminante, pour améliorer toute situation, bien entendu. Et améliorer toute situation ne veut pas dire qu'il faut rester dans le dispositif actuel. Il est clair aujourd'hui qu'il faut entamer une stratégie de rupture par rapport au système qui nous commande. C'est fondamental, on ne changera rien en dehors de tout ça. De la même manière qu'on peut faire tous les plans sur la comète en Guadeloupe, tant qu'il n'y aura pas une banque guadeloupéenne d'investissement consacrée au projet unique des investissements guadeloupéens, eh bien, il n'y aura pas de développement en Guadeloupe. Donc, une stratégie de rupture, et je rappelle toujours les problèmes d'histoire. Alors, on ne va pas revenir dans l'histoire. Très rapidement. Non, même très rapidement. La Guadeloupe n'a jamais bien marché. La Guadeloupe n'a jamais bien marché que lorsque socialistes, les vrais, et les communistes étaient au pouvoir ensemble, c'est-à-dire en 1953-1956, et ensuite sous la présidence de Félix Proto. Voilà. Ça, c'est un modèle qu'on doit peut-être suivre. Et maintenant, je conclurai en disant, quand on fait de la politique, il faut peut-être se connaître soi-même. Gnotis et auton, disait Socrate. Je vois malheureusement que ce n'est pas le cas. En tout cas, je serai un député, moi, qui ne votera pas les outils de gestion de la crise sanitaire en janvier 22, alors que la Guadeloupe est à feu à sang, qui votera pour les assurances agricoles et non s'abstenir dans ce débat-là. Je voterai guadeloupéen avant toute chose. Merci. Voilà, maintenant, Madame Pierrequin. Bon, mais fort de tous ces débats, je vais conclure sur le fait que je voudrais être et je serai la députée du renouveau. Ce renouveau de la Guadeloupe avec véritablement, je le répète, mais cette force et cet ancrage Guadeloupe, mais cet ancrage qui va être l'aiguillon dans l'aine de macronistes. Je ne peux pas entendre des idées généralistes qui, de toute façon, comment vous dire, sont des contingences en fait qui regardent tout le monde, mais au final, au moment de se lever et d'être dans l'hémicycle, on se plie aux volontés de la majorité. Donc les compromissions, les affairismes, avec moi, elles n'ont plus lieu. Voilà. Et je suis de droite, je suis originaire de la Guadeloupe, moitié marie-galantaise. Moi, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails justement déjà abordés, mais comme je l'ai dit, les spécificités de notre Guadeloupe, nos particularismes, par exemple la loi sur les allocations handicapées qui vont sauter parce qu'on se marie, ça c'est pas possible. Et ça c'est une loi macroniste. Et ça regarde tout à chacun, tout citoyen, et ça regarde aussi la Guadeloupe. Voilà. Merci à vous. Max Mathias, et je vous demanderai d'être vraiment très court, s'il vous plaît. Vraiment. Oui, alors il faut placer la Guadeloupe dans une politique, dans un contexte humaniste. Mais je l'ai fait constamment tout au long de mon mandat. J'ai pris mes responsabilités et je continuerai à le faire. Et vous le savez, et je suis connu pour cela en Guadeloupe précisément. Et ce n'est pas pour rien que la population me réserve un bon accueil jusqu'à présent. Le deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion, parce que j'entends beaucoup de gens dire il faut une rupture. Une rupture pourquoi ? Il faut mener une réflexion pour un véritable projet de développement de la Guadeloupe. Et c'est à ce moment-là seulement, quand on donnera la parole à la population guadeloupéenne qui y a droit, jusqu'à présent par la Constitution, après ce grand débat, après que la population va donner son avis, après que la population se sera prononcée sur chaque point de compétence que nous pourrons exercer, qu'il sera consulté. Et moi, je serai le garant justement de cette démocratie
qui doit prévaloir. Merci Max Mathiasin. Pendant 5 ans. Merci madame, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Mais nous saurons ce qui va se passer d'ici le soir du 11 juin. Merci à tous. Merci.